Je fais cet épisode parce que durant mon voyage en Inde et puis même après quand je suis rentrée, les gens autour de moi, quand je racontais que je rentrais d'Inde et tout, ils me disaient mais alors c'était bien ce voyage spirituel, t'as fait des retraites, t'as fait du yoga. Et bon, je comprends, je vais pas tout de suite critiquer et tomber dans le débat. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille comme quoi c'est tellement facile de tomber dans cette psychologie de mettre des étiquettes sur des choses. Et donc on va étendre le sujet sur aussi des personnes, ou des professions, ou des statuts sociaux, ou même culturels d'ailleurs. Mais c'est vraiment ouf. Comme quoi l'Inde est associée, alors, à juste raison, à la spiritualité et au yoga. Mais pourquoi? Enfin, c'est fou à quel point, voilà, genre c'était vraiment, t'es allé en Inde pour quelque chose de particulier. Eh ben non, messieurs, dames, je ne suis pas allée en Inde pour quelque chose de enfin, si, en fait, très clairement, je suis partie en Inde pour quelque chose de particulier, mais c'était pas du tout ces raisons-là. C'était pas du tout pour le yoga, c'était pas du tout pour l'Ayurveda, alors que ce sont des choses qui m'intéressent. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, je suis allée en Inde parce que, et à Goa notamment parce que ma ligne Jupiter maison 4 en astrocartographie tombe par là. Et bon, aussi c'était durant la conjonction Jupiter-Uranus dans ma maison 9, enfin bref, et donc du coup dans les événements personnels de ma vie à ce moment-là, c'était juste très très cool. Mais voilà, tout mon voyage ne se résume pas à l'astrologie. Et pas non plus au yoga ou aux retraites, je ne sais quel type de retraite, ou au tantra, ou etc., ou etc. Parce que c'est comme... En fait, c'est comme si je te dis, tu vas au Mexique pour aller bouffer des tacos, ou tu vas en Espagne pour voir du flamenco. Euh, je... Enfin, non, enfin, heureusement, j'ai une vision plus large que ça du voyage, et voilà. Je voulais faire cette petite intro pour poser le contexte du pourquoi de cette importance de pas mettre des étiquettes, et je parlerai à la fin de cet épisode spécifiquement des aspects négatifs de poser des étiquettes par rapport au voyage. Mais je vais commencer par parler directement sur des aspects plutôt psychologiques, philosophiques et ou spirituels d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, bonne écoute. Donc, le vif du sujet ici, c'est les aspects négatifs de ce phénomène humain, et tout à fait compréhensible, de poser des étiquettes sur des choses, des personnes, des statuts, des symboles, des archétypes. Et le premier point négatif, c'est la limitation de la pensée et de la perception que l'on a sur cet objet qui fait l'objet d'une contraction de sa véritable existence. En fait, le truc là qu'on est en train de juger, il existe, mais il passe à travers notre filtre, déjà visuel, mental, éducatif, social. Et tout ça, ça va donner le résultat de cette équation qui vient de se passer dans notre process interne. Mais déjà, tout ce jugement, tout ce processus, il se réalise en très peu de secondes. C'est un temps très, très infime. On va déjà poser des étiquettes sur quelqu'un par rapport aux vêtements qu'il porte, par rapport à la couleur de ses vêtements. Donc du coup, on va se dire peut-être, oh ben voilà, cette personne, elle aime se faire remarquer. Ou... Enfin, on a des détails qui créent ces préjugés qui sont propres à chacun, parce qu'on n'a pas tous la même perception des choses, Dieu merci. Et du coup, mettre des étiquettes sur ces choses, ou ces personnes, ou ces statuts, ou ces professions, bah, ça réduit la complexité de l'objet pour lequel nous portons ce jugement à des archétypes et catégories simplifiées. Ce qui limite notre compréhension, en fait, du monde et des personnes qui nous entourent, des personnes avec lesquelles on interagit au quotidien. C'est par exemple ce qui se passe avec l'astrologie. Ah, t'es Gémeaux, donc tu fais que parler, t'es hyper extraverti, au premier abord pas fidèle.
Ouais, mais t'en fais quoi de son Vénus, son Mars, sa Lune, son Jupiter? Si ça se trouve, il y a un gros amas de planètes je sais pas moi, maison 4, donc, je sais pas, en Cancer, je dis n'importe quoi. Et du coup, ça va pas être le vrai Gémeaux que tu penses que c'est. Et donc, en effet, l'étiquetage, on va dire ça comme ça peut nous empêcher de voir les nuances et les subtilités. Et donc, du coup, résultat, jugement hâtif et stéréotype. Donc, cette première limitation de la pensée ou de notre perception, elle va renforcer les préjugés et les discriminations. On justifie des préjugés pour rester dans sa zone de confort, en fait. Parce qu'on a peur, parce qu'on pense que truc, machin, il est comme ci, il est comme ça, donc truc, machin. Donc on conditionne le résultat. Ce qu'on vient de voir avant, c'est donc du coup des jugements hâtifs et stéréotypes, parce qu'on est incapable encore de voir les subtilités de la personne ou de la chose qui est en face de nous et qui fait l'objet d'un jugement. C'est un peu comme si on manipule l'énergie présente, en fait. On lui donne un preset, on lui fait un template, donc voilà, pim pam poum, et ah t'as vu, je te l'avais bien dit, ce truc machin, parce qu'en fait, genre, clairement, on projette, mais en fait, on veut voir que ça. Parfois, on se persuade d'un truc, on veut voir que ça. Et d'où ça vient, souvent, en fait, ce jugement-là de base? Mais ça vient de la société, de notre éducation, de ce qu'on nous a bourré la tête, ou comment on a été élevé, et donc du coup, jusqu'à ce qu'on ne rencontre pas quelque chose qui soit différent à nous, on pense que c'est pas normal, ou ça n'existe pas. Donc là, il y a eu un trigger, et là, on vient de se rendre compte d'un truc pour la première fois, et donc du coup, on juge. On comprend pas. C'est au-delà de notre perception. Elle est trop limitée. Notre filtre est trop bourré. Donc du coup, on s'auto-persuade parce qu'on suit l'auto-persuasion de la société elle-même, qui est donc du coup, en grande partie, le créateur même de ses préjugés, de ses mœurs, de ses jugements, de ses idées préconçues. Et qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça réduit notre liberté, ça réduit notre autonomie, ça réduit la grandeur de notre perception, ça réduit notre capacité à analyser les subtilités, à prendre le temps d'essayer de les voir, de les comprendre, à pas tout de suite vouloir catégoriser, encadrer. Ça prend du temps de comprendre. Ça prend du temps. Et donc ces étiquettes, elles peuvent être utilisées pour contrôler et manipuler les gens, clairement. Par exemple, si une personne est malade mentale, elle peut se voir retirer son autonomie et ses droits. Les sorcières, ces femmes hystériques et bien trop mystérieuses, qui doivent être dissolues, car elles représentent une menace. Pour qui déjà, étant donné que bien souvent c'était surtout des guérisseuses, des herboristes. Ou alors on peut se dire, ah, elle s'habille sexy elle, donc ça doit être une pute. Ah, lui il est trop beau, donc ça doit être un gros charreau, je sais pas quoi. Je next. Mais la liberté d'expression dans tout ça, en fait, on a dit que l'habit ne faisait pas le moine. Apparemment, il y a des prêtres qui prennent des rails de coke, ou bien pire encore. Hulot, là, je sais pas comment il s'appelle, sa marque écologique, là, Ushuaïa, alors qu'il a des avions, des bateaux, des terrains de golf, des je sais pas quoi, des trucs, des machins. Puis même toi, parfois, en fait. Dis-toi, des fois, t'as pas envie de t'amuser un peu, genre, je sais pas, essayer un autre style vestimentaire, ou te lâcher pour une soirée, genre, truc déguisé, je sais pas, machin, vas-y, tu te prêtes au jeu de ouf. Est-ce que t'aimerais être catégorisé parce que un soir t'es sorti comme ça, alors que ça te représente pas du tout de manière générale? Et en quoi, du coup, cette personne que t'es en train de juger là, elle est peut-être en train de vivre le même truc que toi, t'es en train d'être victime aussi. En quoi c'est pas des projections, ça? Le jugement, c'est une projection de notre peur. C'est une limitation de notre compréhension. C'est une incapacité à aller voir au-delà d'eux, parce qu'on a déjà posé l'étiquette. Mais l'étiquette, c'est un carré, c'est un mot sur un bout de papier. Tu peux pas définir quelqu'un ou quelque chose en un mot. Et donc cette limitation-là de l'étiquette, donc on a vu une limitation de notre propre pensée, de notre propre perception des choses, et une obstruction de notre croissance personnelle et spirituelle. Tous ces préjugés-là, ça crée quoi? Des barrières,
des barrières sociales, mais aussi limitantes pour nous, pour notre belle gueule, pour chacun d'entre nous. Parce qu'à cause de celle-ci, on n'apprendra pas à connaître cette fille-là, qui s'habille un peu comme ci ou comme ça, ou ce mec-là, qui soit plutôt charo en fait. Peut-être qu'ils peuvent être super délicats, des personnes super adorables, ou complètement débiles. Mais peu importe qu'il porte un costard, ou genre une mini-jupe, ou qu'il ait un skate, ou c'est quoi ce genre de truc trop bizarre déjà d'avance de juger un truc parce que... Alors je dis pas que, genre je dis ça, genre j'ai l'air... Je suis pas je suis pas... Non, genre moi aussi je peux tomber dedans. Mais je prends soin de revenir sur ma réflexion en fait, et revenir sur ma perception, essayer de me demander pourquoi j'ai eu cette perception-là, cette idée-là. C'est déjà ça. Donc ouais, parce que les étiquettes, ça peut ça nous empêche de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. Si on se définit par nos étiquettes, on risque de nous limiter à ce que nous pensons être. Au lieu de devenir ce qu'on pourrait être, on s'arrête là, parce que on se dit qu'on est comme ci, on se dit qu'on est comme ça, on n'a pas de talent, on n'a pas de truc, on s'auto-persuade et on s'auto-sabote aussi. Tout dépend le sens que ça prend, bien évidemment. Donc voilà, en fait, mettre des étiquettes, s'enfermer dans des boîtes, comme le dit l'expression anglaise, don't let them put you in a box, ne les laissez pas vous mettre dans une boîte, de Jada DeWalt, et qui dit, en plus approfondi, ne laissez pas les autres vous enfermer dans leurs idées de ce qu'ils pensent que vous devriez être. Une identité confinée est une façon misérable d'exister. Soyez vous-même et vivez librement. Croyez qu'en vivant en accord avec vous-même, vous attirerez des personnes qui vous soutiendront et vous aimeront tel que vous êtes. Donc, ne te laisse pas te mettre dans une boîte, te catégoriser. Ça montre l'importance de rester libre des étiquettes que les autres peuvent nous imposer, et ça souligne aussi l'importance de l'affirmation de soi, de l'expression de son identité la plus authentique. Ça peut clairement avoir un impact sur notre créativité et sur notre innovation dans nos projets personnels, par exemple, ou professionnels. Ça peut clairement la limiter, notre créativité, parce qu'on s'enferme en tant qu'individu dans cette idée préconçue, dans cette catégorie rigide de ah mais non, j'ai pas de talent, ou j'ai honte, je me crois pas capable de, ou je pense que je ne suis pas légitime de, ou à qui ça plairait et qui m'écouterait, et blablabli et blablabla. Ça peut clairement décourager cette pensée un peu divergente, on va dire, ou différente, et d'explorer de nouvelles approches, par exemple, parce que on va avoir peur de s'écarter des normes déjà établies par la société, par ses étiquettes. Donc dans un sens, ça fait qu'on perd notre identité, notre individualité la plus profonde, la plus essentielle. On se restreint dans un rôle qui est déjà fixé, qui est déjà établi, ou qui est le plus socialement accepté. Voilà, on va pas faire de vagues, on va faire ce qu'il faut, puis voilà, quoi. Ça me fait penser à de longues discussions que j'ai eues avec des potes indiens, pour qui, dans cette culture, c'est très normal de se marier plutôt jeune, et c'est très, très, très important pour une famille, de voir leur enfant se marier, parce que c'est un synonyme de succès, voilà, ou de bonheur, en fait, c'est ça. C'est que parfois on peut confondre aussi l'amour avec le bonheur, enfin le mariage avec le bonheur, quoi. Et donc, clairement, il y en a qui se forcent. Déjà, il y a des mariages forcés, donc dans un sens plutôt descendant, c'est les parents qui forcent leurs enfants à se marier. Ou l'inverse, justement, c'est parfois eux qui se forcent parce que leurs parents se fait vieux, et du coup ils croient que c'est ça la direction qu'ils doivent prendre pour rendre leurs parents heureux. Mais en fait, c'est leurs parents qui veulent les voir heureux, et pas mariés.
fait. Bref. Donc du coup, voilà, l'étiquetage limite notre potentiel parce qu'on s'enferme dans des catégories. On ne sort pas de notre zone de confort. On reste dans cette boîte. On n'explore pas nos capacités. Mais il faut briser ces barrières et se libérer de ces limitations qui sont soit imposées par nous, soit imposées par les autres et ou la société. Parce que si on se conforme aux attentes des autres, ça masque inévitablement notre véritable nature. Donc, notre authenticité, elle chute de ouf. Et à un moment, on sait même plus qui on est. Enfin, si, on sent nos désirs qui profonds, c'est un peu comme le chakra racine, quoi. C'est là, au fond, des fois, on a des pulsions, mais non, on les écoute pas, ces pulsions, quoi. Pourtant, être soi-même et exprimer son identité, son authenticité, c'est crucial pour le bien-être général, pour l'épanouissement personnel. Enfin, c'est juste vivre une vie alignée avec soi, quoi. Donc, voilà, don't let them put you in a box. Voilà, penser en dehors des cadres, voilà, s'explorer, jouer avec soi, ne pas avoir peur d'être figé par des étiquettes et que les autres, s'ils nous foutent dans des boîtes, s'ils nous posent des étiquettes, au pire, ça fait quoi? Au pire, ça fait quoi? C'est chaud, hein, moi, c'est un truc que je me répète tout le temps quand je bug, que j'arrive pas à faire un truc. Et c'est pas parce que je me répète cette phrase que en un claquement de doigts, ça marche et j'ai sauté le pas, tu vois. Mais j'essaye de me rappeler en fait pour qui je le fais. Bah pour moi en fait. Et ça du coup ça me motive de ouf bien souvent. Donc voilà. Et ça passe par du coup l'acceptation de soi et des autres. Apprendre à s'accepter soi-même dans toute sa complexité. Et à accepter les autres aussi tels qu'ils sont, dans toute leur subtilité. Pour voilà, s'ouvrir à leurs différences, pour accueillir peut-être une polarité, mais ne pas céder à ces divisions que créent voilà, ces étiquettes, à ces préjugés qui nous amènent à catégoriser et à juger nous aussi les autres. Faut juste respecter l'individualité de tout un chacun et célébrer la diversité. Et j'en reviens à cette autre citation qui dit « Ne juge pas un livre à sa couverture » ou l'habit ne fait pas le moine, encore une fois. Il ne faut pas se fier aux apparences. Qu'est-ce que t'en sais de qui tu es pour ? Et puis voilà. Alors rapidement, en philo, il y a alors dans l'existentialisme en fait, qui met l'accent sur la liberté individuelle et la responsabilité individuelle, ce qui signifie que nous sommes libres de définir notre propre identité. En fait, Sartre, il explique que l'être humain, par ses choix, définit lui-même le sens de sa vie et de la vie en général. Et donc que l'on construit son essence petit à petit, que l'on construit son identité. Et donc, quel intérêt de se laisser définir par les étiquettes que les autres nous donnent, ou que l'on pense que l'on devrait avoir. Et donc, dans la philo, il y a aussi cette notion de vérité objective et de catégorie universelle. Je vais le faire bref, mais je trouvais que ça illustrait vachement bien ce sujet des étiquettes, parce que y a déjà deux types de vérité. On va dire la vérité subjective, qui est l'expression même de l'authenticité. J'affirme ce qui est ma vérité. Donc, on a parfois du mal à l'expliquer aux autres, parce que cette vérité, elle est basée sur l'expérience personnelle et les opinions relatives à l'individu. Donc, qui peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de ses croyances, de ses valeurs, de ses perceptions et de ses expériences personnelles. C'est une vérité subjective. Mais il y a aussi une vérité objective. Et cette vérité-là, elle est factuelle. Elle est indépendante des croyances et des opinions. Donc c'est aussi une vérité qui se communique parce que elle invite à la discussion et par le dialogue, on recalibre du coup la vérité
la vérité objective. Elle est plus logique et argumentée que la vérité subjective, et parce qu'elle doit se faire comprendre, en fait. On vient expliquer sa vérité subjective à un autre, et ça devient une vérité objective. C'est un peu... Tu me suis là ou pas? Bon, bref, peut-être que je referai un épisode dessus. Mais du coup, passer de la vérité subjective, de sa vérité, à la vérité objective, ça s'appelle la reconnaissance. La reconnaissance est atteinte quand autrui comprend la vérité subjective de l'individu qui est en face de lui et qui lui accorde une certaine valeur. En revanche, quand on passe de la vérité objective à la vérité subjective, ça s'appelle l'autonomisation. Donc devenir autonome, c'est intérioriser pour soi-même des principes objectifs qui nous sont d'abord extérieurs. Make sense? Make sense? En gros, on est responsable de créer, par ses choix, son individualité, sa personnalité, entends-le comme tu veux, le sens même de la vie que tu es en train de vivre, et la personne que tu veux être. De par ses choix, on est créateur de sa vie et de comment elle se déroule à l'extérieur. Donc, cette vision-là que tu es en train de créer, elle est subjective. La personne qui est en face de toi, elle n'aura pas forcément la même. Sûrement pas d'ailleurs. Et donc, du coup, il va falloir que tu lui expliques ta vérité subjective pour essayer de créer une vérité objective, pour qu'elle soit compréhensive pour l'autre. Et en fait, disons que la vérité objective, c'est la vérité de la société, et que toi, tu vis dans ta bulle, dans la vérité subjective, ben, c'est évident que y aura des étiquettes, parce que c'est deux mondes différents. C'est pas pareil. Donc du coup, est-ce que tu as envie, après, de... c'est des choix, en fait, hein. C'est ce qu'il disait, ce vieux Sartre. Il faut que tu fasses des choix, et en fait, pour avoir une certaine balance saine, il faut que, voilà, il y ait toujours une part de vérité objective, mais protège ta vérité subjective. Protège la personne que tu es, et protège la personne que tu veux être, sans te laisser aveugler par cette vérité objective, cette vision logique, ce sens commun de cette société mondaine, tu vois ce que je veux dire? Et donc sur un dernier point, niveau spiritualité, dans plusieurs, on va pas détailler traditions spirituelles, ça nous enseigne que nous sommes tous des êtres divins avec un potentiel infini, n'est-ce pas si vrai? Et la pratique de la pleine conscience, ça nous encourage très clairement à être connectés au moment présent, à revenir to the now, et observer nos pensées et nos sentiments sans jugement. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça va être un outil clé l'instant présent pour recalibrer justement de voilà où je me trouve là, dans la vérité objective ou dans la vérité subjective. Où est-ce que je me situe là et où est-ce que je veux être? Quel choix je fais là? Dans quelle direction je me lance? Il va falloir venir s'écouter et recalibrer pour savoir vraiment ce dont toi tu as besoin. Parce que, voilà, mes quelques recommandations, ce serait de prendre conscience de ses propres étiquettes. Déjà, quelles sont les tiennes? Avant même de jouer la victime de « Ah, mais tu m'as mis dans cette boîte, donc truc machin » ou « J'ose pas parce que truc ». Quels sont toi tes jugements sur les autres, sur les objets, sur les professions, sur certaines classes sociales, certains pays, certaines destinations? Quels sont tes préjugés? Parce que sûrement, ça va aussi venir faire un effet miroir avec ceux que t'aimerais pas que les autres te catégorisent avec. Et donc, il faudra aussi remettre en question ces étiquettes de manière critique. De savoir vraiment si elles reflètent notre réalité et si elles nous servent.
Et puis ça, c'est hyper, hyper crucial aussi, c'est s'entourer de personnes positives et encourageantes, inspirantes, pour nous, toujours pareil, genre vraiment alignées avec notre vision de vie. Tu peux être, je sais pas moi, tu peux avoir grandi dans une ville bobo, avec des gens d'une certaine classe sociale, avec qui tu t'entends peut-être super bien, mais qui ont des professions qui sont super corporate, et toi t'es le seul artisan du groupe, et il faut que tu t'entoures de personnes qui font les mêmes trucs que toi, ou qui t'encouragent, ou qui te comprennent, ou qui t'inspirent, et qui te donnent vraiment, qui t'enracinent dans tes projets à toi, dans tes ambitions à toi, dans tes rêves à toi, tes désirs les plus profonds en fait, pour voilà, oser devenir qui tu es, et ne pas avoir peur, et rester kéblo dans cette boîte, quoi. Et donc, pour éviter toi-même d'avoir ce problème de mettre des étiquettes sur les gens, ça implique du coup l'ouverture sur la diversité, l'inclusion, l'acceptation de soi et des autres, l'exploration, la curiosité, la découverte, le dialogue. Il est important de créer un monde où chacun se sent valorisé et respecté. Alors là, du coup, je vais passer à la partie des étiquettes par rapport au voyage. Et alors déjà, si tu pars voyager, c'est que tu as envie d'explorer. C'est que tu sors de ta zone de confort, tu t'immerses dans autre chose. Il n'y a pas vraiment de standards à imposer dans les régions que tu visites, puisque les tiens, tes standards à toi, ne sont plus la norme dans cette partie du monde-là, dans laquelle tu te trouves actuellement. Et en fait, si je mentionne ce passage voyage dans ce podcast, c'est qu'au-delà du fait que c'est ce qui m'a inspiré cet épisode, les clichés qu'on m'a sortis sur l'Inde, c'est qu'en plus, c'est absolument pas le seul pays à avoir une image qu'on lui a collée au cul alors qu'il n'a rien demandé. Par exemple, la Colombie. 1000 fois, quand je suis allée avec ma mif, on nous a dit de faire attention, enfin avant d'y aller, fais attention, il y a des voleurs, il y a des cartels, les bijoux, les téléphones, faut pas les montrer, blablabla. Bon, alors déjà ça, tu fais à peu près pareil dans le métro à Paris, ou enfin, je sais pas, dans une grande ville random. Mais c'est surtout que déjà, de base, cette information, je la sais. Je la connais à l'avance, je connais les stéréotypes qui se disent sur cette région particulière de là où je vais me trouver. Je me suis renseignée avant de partir. J'ai dû me préparer pour m'y adapter un minimum, en fait. C'est quand même la moindre des choses de base de s'intéresser quand même à l'endroit où on va se transporter. Alors je dis pas qu'on me ressort l'encyclopédie du pays et toutes ces dates historiques, c'est pas ça l'important, peut-être, dans un premier temps. C'est surtout la culture, les langues, l'habillement, qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on peut pas se permettre, parce qu'il faut quand même respecter les mœurs de l'endroit dans lequel tu vas, que tu sois pour, que tu sois contre, que ça te plaise ou non. Il faut juste s'adapter, et c'est ça la beauté du voyage en fait. On ne te demande pas que t'aimes ou t'aimes pas, c'est pour ça que tu vas découvrir le monde, c'est pour voir d'autres choses, de base en fait. Sinon, après moi j'ai jamais été fan de voyager très loin pour finalement me retrouver dans un hôtel et je reste à la piscine où je vais manger dans des bons restos. Ça a jamais été la forme avec laquelle j'ai appréhendé le voyage en fait. C'est pas du tout une forme de tourisme que j'adopte. Mais voilà, si c'est pour dire des trucs un peu de merde comme ça, genre fais attention à tes bijoux, fais attention, il y a de la violence. À part si c'est vraiment dans des pays où on n'a pas beaucoup d'informations, je trouve que déjà de base, c'est pas hyper relevant. Mais bon. Donc bien évidemment que moi, à 4 heures du matin, en Colombie ou en Inde, je faisais pas la folle en mini-jupe. Enfin voilà, on s'adapte toujours pareil à tout ton environnement autour, en fait. Parce que à écouter ce qu'on dit de telle ou telle zone, de tel ou tel pays, de tel ou tel type de personne, de tel ou tel type de personne, selon la religion qui se pratique dans le pays dans lequel tu vas, on va jamais faire un pas en dehors de notre petit canton, même à un niveau national, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'on va être confronté à la différence, à de l'incompréhension peut-être, à de la surprise, à de l'étonnement,
à du malaise, à ne pas savoir comment réagir, quoi dire, quoi faire. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est l'interaction, c'est le jeu qui va se produire sur le fait accompli. Et voilà, c'est toujours cool de savoir que toi, depuis petit, on te dit que bah, c'est pas bien de rôter à table, alors que apparemment en Chine, c'est hyper poli et ça montre que t'as bien bouffé et que t'es bien repu. Donc c'est hyper drôle et c'est ça aussi, c'est hyper intéressant d'un point de vue de plusieurs points de vue différents en fait. C'est juste ça te montre la vie d'une autre manière, ça te retourne le cerveau et on se dit putain, il y a des gens qui pensent pas comme ça. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est le développement du après. Genre après ce moment de confrontation de la différence où ton cerveau il va se développer, il va se dire waouh, mais en fait, comment je me sens par rapport à ça moi maintenant, qu'est-ce que j'en pense finalement par rapport à ce que moi j'ai appris depuis que je suis petit, ce que j'ai emmagasiné, ce que j'ai stocké comme information et qui ont créé ma réalité, la façon dont je vois la vie. Depuis que je vois cette différence, cette autre manière de penser, cette autre façon de voir la vie, cette autre façon d'appréhender le monde, qu'est-ce que ça crée en moi en fait? Est-ce que je kiffe? Est-ce que je kiffe pas? Est-ce que j'ai envie de développer cette pensée, cette pratique ou pas? Ou est-ce que ça me dégoûte? Mais est-ce que ce serait une anecdote de fou à raconter quand je rentre? Enfin, il y a toujours du bon à prendre en fait. C'est ça qui est ouf. Donc voilà, appliquer des étiquettes à des destinations touristiques, bah ça réduit la vision de cet espace, de ce lieu, de cette richesse que ça aurait pu t'apporter, au-delà de certains clichés et stéréotypes et d'appréhension finalement. Parce que ces stéréotypes-là, s'ils sont créés, c'est parce que de base, ça peut être bien fondé ou pas, mais en général, ça a été mal appréhendé. Ça a été une forme grossière d'un truc qu'on n'a pas trop compris et que finalement, bah, de par le bouche à oreille, ça a créé cette phrase du téléphone arabe qui a fait un truc que tout le monde croit, alors qu'en fait, tu vas là-bas et tu découvres d'autres choses fascinantes auxquelles tu n'aurais pas pensé si tu t'étais arrêté au fait que la Colombie, il y a les FARC, il y a des cartels et beaucoup de cocaïne et ouais, mais putain, les cascades qu'ils ont, les collines, les vallées avec leurs palmiers, leurs cocotiers, le café qu'ils ont, enfin, la bouffe. Moi, j'ai goûté pour la première fois foutre des gouttes de tabasco dans de la bière, c'était excellent, genre j'étais là, waouh! Et après, je fais découvrir ça à mes potes et tout, je leur disais, mais si, il faut du tabasco dans ta bière et tout, ils étaient là, arrête d'être chelou. J'étais là, mais c'est trop bon. Enfin bref, ce genre de trucs qu'ils font, quoi. Je sais pas, c'est un truc en plus. Donc ouais, se laisser porter, c'est important aussi, et je pense que c'est l'un des trucs les plus magiques du voyage, de toute façon, c'est se laisser porter et ne pas tout prévoir à l'avance dans ton voyage. Genre, tu peux organiser quelques treks, quelques trucs, quelques machins. Après, chacun est comme il est. Et si ça te rassure de voyager, de préparer ton voyage, cool. Mais laisse des moments pour voilà, les rencontres que tu vas avoir avec les gens et les tips qu'ils vont te donner sur ah, je suis allée dans tel lieu, c'était fascinant, je te le recommande, alors que toi t'as pas du tout prévu ça. Enfin, il y a toujours des choses qui sont à la portée de nous, qu'on peut pas prévoir à l'avance et qui du coup bah, est complètement biaisée, voire impossible à réaliser, dans le sens où si on est trop préparé, si on reste dans les chemins bien cantonnés, prévus, bah, l'expérience, elle est encore une fois aussi, réduite. Elle est réduite. Et la découverte de la culture et des réalités locales, ouais, elles sont réduites aussi, ouais. Je n'arrive pas à trouver un autre mot que réduit. Euh, donc voilà, et donc notre propre sentiment d'aventure et de découverte, bah, il est, euh, il est encore une fois tapissé par des peurs, par des préjugés, par l'écoute des gens qui nous ont donné leurs conseils, leurs trucs, leurs machins. Mais bon, chacun vit le voyage à sa manière, chacun vit aussi les concepts, les cultures, les réalités.
de sa propre vision. Donc c'est pas parce que ton voisin il aimait pas le reggaeton que la Colombie c'est de la merde, quoi. Tu vois? Alors après, j'ai pas forcément parlé beaucoup ici aussi, mais peut y avoir un peu cet effet aussi de fétichisation, un peu des traditions, du folklore d'un pays, d'une culture, qui reflète plus vraiment la réalité de la vie locale et qui pourtant, le tourisme fait qu'il y a ces allées et venues touristiques, on va dire, qui peut peser aussi sur la population locale d'un pays. Encore une fois, voilà, non, si tu vas au Pérou, enfin, tu vas pas voir tout le monde en poncho et des lamas qui marchent dans la ville, quoi. Ça non plus, c'est pas. Enfin voilà, faut y aller chill, quoi. Alors, ça aussi, pareil, c'est pas parce que tu vas rencontrer un mec qui est un peu typé péruvien à Lima et qui te dit qu'il est chaman et que tu peux faire avec lui un voyage avec de l'ayahuasca dans son garage. Je sais pas après, mais je recommanderais pas. C'est pas parce que t'es péruvien ou voilà que t'es un chaman. C'est voilà, les retraites d'ayahuasca ou toute autre substance psychédélique dite utilisée par des aborigènes, disons. Ouais, bon, la culture, elle a été vachement emparée, quoi, sans être respectée par des rituels nécessaires, par la mondialisation et le monde internet spirituel bullshit. Donc voilà, ça aussi, c'est des notions à prendre en compte dans le voyage. En Inde, franchement, c'était trash ce qu'on m'avait dit là, mais ouais, les temples tantra, il y a des love, des retraites love, où il y a des agressions sexuelles qui sont pas rares et des enseignements qui sont vachement vulgarisés pour souvent, bien souvent, des intérêts personnels par des personnes mal intentionnées qui s'emparent de concepts à la base culturelle hein, et qui ont été diffusés dans le monde entier par Instagram, voilà, les influenceurs, les trucs, les machins. Tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, dans tous les cas, là, pour revenir un peu aux stéréotypes, aux préjugés, aux étiquettes qu'on donne à des destinations, c'est important, mais vraiment très très important, de se rappeler que les individus qu'on va croiser ne correspondent pas toujours, et oui, aux stéréotypes associés à leur groupe d'appartenance. Et justement, que le voyage devrait favoriser une putain de meilleure compréhension culturelle plutôt que cette perpétuation de clichés là. Voilà. Parce que nous aussi, hein, les Français, on est victimes de plein de stéréotypes de merde. Hein. Puis moi, la première française à Barcelone, quand je voyais les Français, je catégorisais de fou, mais parce que, voilà, c'est un comportement humain de mettre dans des boîtes, de mettre des étiquettes, et après, j'ai tâché à me rappeler que quand même, moi, j'étais une meuf géniale et française, donc voilà. Non, mais ouais, c'est facile, quoi. C'est facile de tomber dans ça et il y a des gens fabuleux, même si tu te l'imaginais pas à la base, sous n'importe quelle représentation qui te ferait peur, que ce soit un latino, que ce soit quelqu'un qui pratique telle religion, que ce soit quelqu'un qui porte n'importe quelle tenue, enfin voilà, tout ce qui est différent et incompris de ta sphère. Tu dois te rappeler que y a quelque chose de subtil que tu n'as pas vu encore dans cet être, dans cette énergie, dans cette personne qui ne demande qu'à être découverte. Mais voilà, si tu t'arrêtes au fait que elle a un voile ou que ou que c'est un Français donc c'est un con parce qu'il fait pas l'effort de parler
les langues, et de toute façon, les Français, c'est vraiment tous des égocentriques qui se croient les meilleurs du monde. Et voilà, enfin, on a toutes les sauces, tout le temps. Il y a toujours un truc qui fait qu'on rentre dans des cases. Et ce serait bien de pas en faire tout le temps. Voilà. Et dernier petit point sur ce passage des étiquettes, c'est qu'il faut pas aussi ignorer les problèmes et les défis locaux. Moi, je me souviens qu'à Madagascar, j'étais choquée. Genre, j'étais arrivée à la capitale en avion, y avait rien de spécial dans l'aéroport international. Et là, bim, je rentre dans l'aéroport juste à côté national pour les petits vols courts inter-Madagascar. Et là, direct, affiche de tourisme sexuel, en fait, tout simplement. Ouais, c'est quelque chose, c'est une réalité, comme on en a entendu parler en Thaïlande, par exemple. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut peut-être même mettre en lumière et défendre lorsque l'on peut, en fait, tout simplement. Porter sa voix. Donc voilà, si par exemple il y a un étiquetage, on va dire, positif sur une certaine destination, mais qu'il y a aussi une réalité monstre derrière, c'est important de le souligner et c'est important de l'indiquer. Sans pour autant dire à quelqu'un, putain, franchement, va pas à Madagascar parce qu'il y a du tourisme sexuel. Ouais, non, mais attends, mais attends, mais à Madagascar, t'as pas vu les baobabs, t'as pas vu tous les lémuriens, tous les espèces de dingueries que j'ai vues, la vanille, les paysages, l'eau, les gens, mais les gens, c'est la bouffe, mais tout. Enfin bref, juste, voilà, le voyage, c'est un truc de... C'est un truc qui m'anime un truc de fou, quoi. Donc ouais, le voyage, c'est clairement une occasion unique de rencontrer des personnes d'horizons immensément divers et de remettre en question ses propres préjugés, de développer une meilleure compréhension de son monde, de notre environnement qui nous entoure, de se remettre aussi un peu une claque dans la gueule concernant toutes les croyances qu'on a fondées depuis qu'on est petit, et puis peut-être se dire, putain, mais si moi... Ce à quoi ils croient là-bas, leur façon de penser, leur façon de voir la vie, c'est vraiment un truc qui m'inspire et que j'ai pas envie de lâcher, mais le lâche pas. C'est pas parce que t'es né d'un autre côté de la planète, pas au bon endroit, ou que tu peux pas te relocaliser, que tu peux pas emporter avec toi des choses que t'as vues, que t'as appris dans le voyage, en fait. Ça sert à ça aussi, ça sert à construire sa personne, le voyage. Ça sert à ouvrir grand ses yeux et son esprit, et créer la personne que tu as envie d'être. Pourquoi s'arrêter avec la réalité que tu as en France, de par ta famille, de par tout ce qui t'a construit? Ouais, non, c'est important d'actualiser la personne que t'es. Et le voyage, ça, c'est juste un truc merveilleux pour le faire. Voilà, donc ouais, prendre conscience de ses propres étiquettes, c'est juste aussi fondamental et ça fera partie aussi de quelque chose euh, d'important quand on voyage. Hein. C'est quelque chose qui s'impose à soi-même en fait, quand on voyage. Et donc ouais, prendre conscience de ces étiquettes, les remettre en question, si jamais on se sent mal à l'aise. Et voilà, rester entouré par des personnes qui sont alignées avec les valeurs qu'on veut transmettre. Et ne pas oublier que le monde est absolument magnifique dans toute sa diversité je pense qu'il serait temps qu'on rentre enfin dans un moment d'inclusion assez général. Ouais, c'est mon plus grand souhait en fait. Créer un monde où chacun se sent valorisé et respecté, peu importe ce que l'on pense en fait, ne pas s'arrêter aux préjugés. Donc voilà. Mais ça aussi, c'est clairement un gros travail d'acceptation de soi et des autres. Mais ce sera un autre sujet. Et bien le bonsoir, ou le bonjour, ou la bonne après-midi. Ciao, ciao.